Les tribus d'Europe et d'Asie pendant le Néolithique, moyen et la transition vers l'âge du cuivre. Dans deux régions du globe, la vallée du Nil et la Mésopotamie, la société de classe et les plus anciens États étaient déjà apparus pendant la période du cuivre. Cependant, l'apparition d'outils en cuivre n'a pas partout conduit à une telle croissance de la productivité du travail et à une accumulation de surplus de produits qui créait des possibilités d'apparition de relations de production de type esclavagiste. L'immense majorité des tribus d'Asie et d'Europe pendant la période du cuivre a continué à vivre dans les conditions du système communautaire primitif. Beaucoup de tribus à cette époque pratiquaient déjà l'agriculture et l'élevage, avec un succès particulier là où des outils en cuivre avaient commencé à être utilisés. Chez ces tribus, le passage à l'âge du métal, bien qu'il n'ait pas encore conduit à l'émergence d'une société de classe, eut pour conséquence la désintégration du système communautaire primitif, préparant les conditions nécessaires à l'apparition ultérieure des classes. Dans le même temps, dans la zone forestière du Nord et dans les pays tropicaux, l'âge de pierre se poursuivait pendant le troisième millénaire. Ici, la majorité des tribus forestières continuaient à pratiquer la chasse et la pêche. Les tribus d'éleveurs et d'agriculteurs d'Asie à l'âge du cuivre. L'âge du cuivre dans le sud de l'Asie centrale et en Iran. Les données sur l'âge du cuivre en Asie centrale sont encore très fragmentaires. Les régions du sud de la actuelle Turkménie et de la Ferghana sont les mieux étudiées. On y trouve des sites, très proches par leur aspect des sites de l'âge du cuivre du Proche-Orient. Ce sont de hautes collines, appelées tépées, formées par les couches de peuplement successifs. Sur les pentes septentrionales des chaînes de montagnes qui séparent l'Asie centrale de l'Iran, plusieurs de ces tels ont été étudiés. Les plus connus d'entre eux sont deux collines d'Anau près d'Ashgabat. Les couches de la colline septentrionale d'Anau, dont la hauteur est de 17 mètres, et de la colline de Yassi-Tépé remontent à l'époque chalcolithique, c'est-à-dire à la période qui a commencé à la fin du 4e millénaire avant notre ère et s'est terminée au début du 3e millénaire avant notre ère. Elles conservent les vestiges de plusieurs colonies. Toutes ces colonies étaient constituées de maisons construites en briques crues. Certaines pièces étaient décorées de peintures murales représentant des motifs géométriques. L'occupation principale de la population ici était l'agriculture, comme en témoignent les empreintes de grains d'orge et de blé découvertes dans l'argile, ainsi que les meules en pierre trouvées lors des fouilles. L'élevage n'est pas apparu immédiatement ici. Les premiers os de moutons, de taureaux et de porcs se trouvent au 4e mètre en comptant par le bas. Plus tard, de tels os deviennent de plus en plus nombreux. Le nombre d'espèces d'animaux élevés augmente également. À la fin du 3e millénaire avant notre ère, il y avait déjà des taureaux, des moutons, des chèvres, des chameaux à 2 bosses, des chevaux et des porcs. Les troupeaux d'animaux étaient gardés par des chiens, très proches des races modernes existant ici. La poterie trouvée à Hanau, comme dans d'autres villages de l'Énéolithique d'Asie centrale, est principalement décorée de motifs géométriques. La peinture d'Hanau présente un certain nombre de motifs analogues à ceux du sud de l'Iran et aux motifs des colonies tardives du Néolithique et de l'Énéolithique d'Elam-Suse I et de Mésopotamie, Tel Halaf, Samara, El Obeid, Jemdet Nasr. Les outils et les armes trouvés dans les villages de l'Énéolithique d'Hanau sont principalement faits de silex. Cependant, des objets en cuivre ont déjà été trouvés dans les couches inférieures. Dans les couches intermédiaires, les objets en cuivre deviennent de plus en plus nombreux. Il s'agit de poinçons, de couteaux en forme de feuilles et de quelques autres objets. La culture d'Hanau présente un intérêt exceptionnel avant tout parce qu'elle permet d'établir la présence d'une population dans le sud de l'Asie centrale, apparemment liée aux anciens centres méridionaux de l'Élam et de Sumer. Il existe des données permettant d'établir un lien entre Hanau et la culture ancienne indienne d'Harappa, datant du 3e, début du 2e millénaire avant notre ère. Cependant, Hanau peut servir de lien non seulement entre la plus ancienne civilisation de Mésopotamie et la civilisation ancienne indienne. Les archéologues chinois ont découvert dans d'anciennes colonies énéolithiques du Xinjiang des poteries peintes, dont l'ornementation dans certains cas est similaire à celle d'Hanau. On peut donc supposer que les sites énéolithiques du Xinjiang et du nord de la Chine sont dans une certaine mesure liés à la culture énéolithique ancienne de l'Inde et de l'Asie antérieure.
L'histoire ultérieure des établissements néolithiques dans le sud de l'Asie centrale peut actuellement être étudiée particulièrement bien grâce aux fouilles sur la colline de Namazga Tepe, située dans les contreforts du Kopet Dag. Ici ont été découvertes les vestiges de plusieurs bâtiments, construits les uns sur les autres au fur et à mesure de la destruction des plus anciens. À en juger par les vestiges particulièrement bien conservés d'un bâtiment, ces constructions représentaient des habitations à plusieurs pièces d'une communauté clanique. Dans ce bâtiment, 27 pièces ont été découvertes. La population de Namazga Tepe pratiquait l'élevage et surtout l'agriculture. Des grains d'orge, de blé et de nombreuses meules ont été trouvés. La céramique de Namazga Tepe, dans les couches les plus profondes, par sa peinture remarquable avec des représentations de chèvres, d'oiseaux avec un ornement en forme d'échelle, est similaire à la céramique d'Anneau II. Elle présente également une similitude avec la céramique de Suse en Élam. Les découvertes de poteries façonnées autour de potiers, ainsi que d'objets en bronze, témoignent des progrès considérables des artisanats domestiques. Au sud et au sud-ouest de l'Asie centrale, sur le plateau iranien, pendant le 3e millénaire avant notre ère, vivaient des tribus qui pratiquaient l'élevage et l'agriculture et utilisaient principalement l'eau des ruisseaux de montagne. Elles, ainsi que leurs voisins d'Asie centrale, construisaient des maisons en briques crues, fabriquaient de la poterie peinte, dont l'ornementation indique les liens de leur culture avec les cultures des pays voisins, principalement avec l'Asie centrale et l'Élam. Des documents y ont été trouvés, sur le site de Tepe-Sialk, écrits en écriture hiéroglyphique linéaire élamite. Vers la fin du 3e millénaire avant notre ère, le développement des forces productives en Iran avait apparemment atteint un nouveau niveau. Les habitants de l'Iran de l'époque ne fabriquaient non pas seulement divers objets en cuivre, mais, à en juger par la représentation d'un homme labourant avec des bœufs, cette représentation a été trouvée à Tepe-Hissar, ils commençaient déjà à passer à l'agriculture attelée par charrue. La période de l'énéolithique en Inde. En Inde, autant que les données archéologiques encore très insuffisantes le permettent de juger, le passage à l'âge du métal s'est produit le plus tôt dans les régions montagneuses du Baloutchistan, dans la partie occidentale du Pakistan actuel. Ces régions bordent la vallée de l'Inde à l'ouest. Ici, dans les vallées de la rivière Job et d'autres petits cours d'eau de montagne, de nombreux sites anciens ont été découverts, près des actuels Ranagundai, Quetta, Amri, Nala et autres, sur l'exemple desquels le passage à l'âge du métal est assez clairement observable. Les couches inférieures de ces cultures appartiennent encore au néolithique et datent de la première moitié et du milieu du 4e millénaire avant notre ère. Dans les couches ultérieures, datant de la fin du 4e et de la première moitié du 3e millénaire avant notre ère, on observe déjà le passage à l'âge du cuivre. Les établissements deviennent plus confortables et se composent de bâtiments en briques crues, parfois avec des fondations en pierre. Certains de ces établissements sont entourés de murs en maçonnerie cyclopéenne. Des outils en cuivre commencent à être utilisés. La population connaissait le tour de potier. La vaisselle était recouverte de divers ornements colorés. L'élevage était la principale branche de l'économie. Des taureaux, des moutons étaient élevés, l'âne était connu. La découverte de dents de cheval domestique amène à supposer que le cheval était connu dès le 4e millénaire avant notre ère. Mais quelle était son utilité économique? Il est impossible de l'établir pour l'instant. L'importance de l'agriculture était apparemment encore insignifiante. L'histoire ultérieure montre que ces colonies ne sont pas devenues des centres agricoles importants par la suite. Les conditions du sol, du relief et du climat étaient peu favorables à cela, et l'homme n'était pas encore suffisamment équipé techniquement pour surmonter ces obstacles. Pendant les néolithiques, les tribus qui vivaient en Inde étaient cependant déjà suffisamment armées pour commencer la mise en valeur de la vallée de l'Indus. Cette mise en valeur a débuté dans la première moitié du 3e millénaire avant notre ère. Au milieu du 3e millénaire avant notre ère, la civilisation de l'Indus, culture de Harappa, émerge ici, que l'on peut considérer, selon plusieurs données, comme une société déjà de classe. Les tribus de la Chine à l'époque du cuivre. Les données des fouilles permettent de reconstituer le tableau de la vie des tribus qui peuplaient la Chine à l'époque du néolithique et de l'âge du cuivre.
Le matériau le plus important pour l'étude de la culture chinoise de cette période est la poterie peinte. La plus ancienne poterie peinte de Chine est similaire à la poterie peinte des colonies néolithiques de l'Inde, du Proche-Orient et de l'Europe ancienne et forme plusieurs groupes locaux. Le plus occidental, le Xinjiang, puis le Gansu, le Shaanxi Henan, le Suiyuan et la Mandchourie. Le style de décoration de la vaisselle des colonies du Xinjiang, caractérisé par la nature géométrique des motifs, diffère considérablement du style de la céramique peinte, caractéristique des sites d'autres groupes de colonies de la Chine ancienne. Ce style, en général apparemment plus tardif, révèle cependant une certaine similitude avec certaines décorations de vaisselle du Gansu et de Mandchourie, également attribuées à une période plus tardive, à savoir la fin du IIIe, début du deuxième millénaire avant notre ère. La masse principale des colonies avec de la céramique peinte, située dans le bassin du cours supérieur et moyen du fleuve Jaune, est très homogène, et les différences existantes ne dépassent pas les différences locales, caractéristiques des groupes de tribus apparentés. La plus connue des colonies de ce groupe est le site de Yangshao, situé sur la rive droite du fleuve Jaune, un peu en aval de la confluence avec la rivière Wei. Les habitants de cette colonie, qui existait au IIIe millénaire avant notre ère, vivaient dans des maisons semi-souterraines et pratiquaient l'agriculture. La chasse et la pêche jouaient un rôle important. Les outils néolithiques précédents étaient utilisés. Le cuivre est resté inconnu très longtemps des tribus qui ont créé les colonies de type Yangshao. Ce n'est que dans les plus tardives d'entre elles, datant de la fin du IIIe millénaire, que l'on trouve les premières traces de travail du cuivre. L'étude approfondie de la culture et de la population de Yangshao a été facilitée par la découverte de cimetières à proximité des villages. L'étude anthropologique des restes provenant des sépultures de Yangshao a montré que cette population était, sur le plan ethnique, très proche de la population actuelle de ces régions dans sa majorité. La présence de vases tripodes, si caractéristique de la céramique chinoise ultérieure, en témoigne également. Compte tenu des données archéologiques, on peut conclure que les habitants des colonies de type Yangshao vivaient en communauté de clans, menaient une économie commune et, très probablement, leur structure sociale était caractérisée par la matrilinéarité. Cependant, il faut noter que certains représentants du clan ou de la tribu, peut-être des chefs de guerre prospères, bénéficiaient de funérailles très somptueuses au sommet des montagnes, par exemple l'enterrement à Pianchiku dans la province du Gansu. L'étude des motifs de la poterie peinte de Yangshao révèle un certain nombre de coïncidences avec les motifs des récipients d'Inde, d'Iran et de Mésopotamie. La culture Yangshao a eu une influence particulièrement forte sur les régions voisines du nord-est de la Chine. Ceci est particulièrement clairement démontré par les résultats des recherches dans la grotte de Shagutong. D'après les découvertes faites là-bas, les personnes qui enterraient leurs congénères dans cette grotte vivaient alors à l'apogée de la culture néolithique. Ils savaient polir la pierre, la travailler par percussion et par retouche fine par pression, fabriquaient divers objets en argile, mais n'avaient pas encore d'animaux domestiques, ne savaient pas cultiver la terre ni élever des plantes. Leurs activités principales étaient la chasse et, manifestement, la cueillette. Seuls des os d'animaux sauvages ont été trouvés dans la grotte. Divers outils étaient fabriqués à partir de ces os, des alènes, des étuis à aiguilles sous forme de tubes contenant de fines aiguilles, diverses pointes et des ornements. Des fragments de poteries en argile, recouverts d'une peinture noire sur fond rouge, ont été trouvés aussi bien dans la première, inférieure, que dans la seconde couche de Shagotun. Exactement la même poterie peinte est courante dans les tombes et les colonies de la culture de type Yangshao en Chine du Nord. Les formes des poteries en argile de Shagotun sont similaires aux formes des poteries de type Yangshao. À Shagotun, des fragments de récipients tels que des cruches avec des anses latérales, de petits bols et des récipients tripodes typiquement chinois appelés li ont été trouvés. Avec cette poterie, des anneaux plats en pierre et en coquillage ont été trouvés. Par leurs proportions et leur forme, ils sont tout à fait similaires aux anneaux yuan, qui avaient une signification religieuse et symbolique dans la Chine ancienne.
une combinaison similaire d'éléments de la culture agricole précoce de la Chine du Nord avec des traits caractéristiques des cultures de chasseurs et de pêcheurs se retrouve dans d'autres cas, par exemple sur le site de Hata en Chine du Nord-Est. Il est tout à fait clair que les agriculteurs de la Chine la plus ancienne n'ont pas seulement été en contact avec des chasseurs-cueilleurs dans les steppes et avec des pêcheurs des pays côtiers, mais ont également été en relation assez étroite avec eux. La culture de Yangshao a apparemment existé jusqu'à la fin du troisième millénaire avant notre ère, période durant laquelle d'importants changements économiques et culturels se sont produits dans le nord de la Chine. Ces changements sont clairement décrits par les résultats de recherches menées dans le cours inférieur du fleuve Jaune, dans le Shandong et le Shaanxi, ainsi que dans les régions de Shanghai et de Hangzhou. Un grand nombre de sites de la culture dite de Longshan y ont été découverts. Les sites étaient souvent fortifiés, entourés de remparts sur lesquels étaient érigées des palissades. C'est le cas, par exemple, des villages du type de Chengxiai. Le rempart de l'un d'eux mesurait 15 km de circonférence. Les huttes étaient désormais hors sol et consistaient en des masures rondes avec un foyer. Il est caractéristique que ces foyers aient eu des banquettes avec des rangées parallèles de conduits de fumée, rappelant par leur conception les kangs ultérieurs des maisons paysannes chinoises. La population des villages du type de Chengxiai a continué de pratiquer l'agriculture, mais parallèlement, l'élevage s'est considérablement développé, des moutons, des porcs, des bœufs et des chevaux y étaient élevés. La céramique de Chengxiai diffère considérablement de celle de Yangshao, principalement par l'absence de peinture. Cependant, parmi cette vaisselle, nous retrouvons des récipients tripodes, reliant les néolithiques de la Chine à l'histoire ultérieure de sa culture matérielle jusqu'à la période Han, c'est-à-dire la fin du premier millénaire avant notre ère. La présence de villages fortifiés témoigne d'une complexification des relations sociales. Il est évident qu'à cette époque, les fondations d'une nouvelle société étaient posées, société qui se caractérise par la suite par le développement de l'esclavage et de l'inégalité des biens. L'âge du cuivre et de la pierre dans les régions septentrionales de l'Asie centrale et en Sibérie méridionale. À l'ouest et au nord-ouest de la Chine, la culture du cuivre et de la pierre n'est jusqu'à présent connue que dans 2 centres, dans la région de la mer d'Aral, par les établissements dits de Kelteminar et dans le bassin de Minousinsk, par les kourganes dits d'Afanasievo. Les tribus qui vivaient dans la région de la mer d'Aral depuis la période précédente conservaient dans une large mesure le mode de vie néolithique antérieur des chasseurs et des pêcheurs, bien que les chercheurs supposent l'apparition de l'agriculture chez eux. Ils vivaient en groupes de clans dans d'immenses huttes-cabanes, dont le toit de chaume reposait sur de nombreux poteaux disposés en cercles concentriques. Avec le sud de l'Asie centrale, avec des établissements du type d'Anao, les tribus de la région de la mer d'Aral n'avaient né que des liens isolés pendant la période de l'âge du cuivre et de la pierre, perceptibles par certaines particularités de l'ornementation de la poterie. En revanche, leurs liens étaient le plus solides avec les régions de la Sibérie occidentale et du Kazakhstan, où la population conservait encore très longtemps le mode de vie des chasseurs et des pêcheurs de l'époque néolithique. Le deuxième centre néolithique était situé dans l'Altaï et dans la dépression de Minousinsk. Là, à l'époque néolithique, vivaient des tribus qui ont laissé des kourganes. D'après les découvertes, ces tribus élevaient déjà du bétail. Leur mode de vie était semi-sédentaire, pastoral, et différait radicalement du mode de vie de chasse des tribus environnantes qui habitaient la taïga du Nord et les régions montagneuses et forestières des Sayan Altaï et de l'Altaï de Kuznetsk. Il est évident que les tribus pastorales se distinguaient ici nettement du reste des tribus qui conservaient encore les anciennes formes d'économie. L'existence d'échanges est attestée par des objets importés provenant de la région de la mer d'Aral, ainsi que par des peintures sur des récipients, similaires aux peintures sur des récipients provenant d'anneaux. Il est important de noter que des changements significatifs se sont produits à cette époque au sein de la communauté clanique. De nombreuses sépultures d'hommes avec des femmes tuées placées avec eux permettent de supposer, premièrement, l'apparition d'éléments d'esclavage, et, deuxièmement, la prédominance déjà établie des hommes dans le clan.
L'étude de la céramique et d'un certain nombre d'autres objets révèle une grande similitude entre ceux-ci et l'inventaire des soi-disant Kourgan catacombes des steppes sud-russes. Il est tout à fait probable que cette similitude soit basée sur des liens quelconques entre les tribus qui vivaient à cette époque dans l'Altaï et dans la dépression de Minousseinsk avec l'Ouest. Peut-être que ces liens s'effectuaient par l'intermédiaire des tribus du nord du Kazakhstan et de la Sibérie occidentale. En Europe, une agriculture développée est apparue dès la période du néolithique. Mais le passage à l'âge du métal, bien qu'il se soit produit tôt chez certaines tribus, au troisième millénaire avant notre ère, n'a pas encore entraîné ici de changements radicaux dans les relations socio-économiques. Les tribus du Caucase à l'époque de l'Énéolithique. Le plus grand centre de production de cuivre se trouvait à la frontière de l'Asie et de l'Europe, dans le Caucase. Ce centre avait une importance particulièrement grande, car le Caucase était directement lié aux pays avancés du monde de l'époque, aux États esclavagistes de l'Asie antérieure. Les matériaux des plus anciennes colonies agricoles de type Chengavit, République socialiste soviétique d'Arménie, obtenus en Transcaucasie, permettent de parler de l'existence d'une culture agricole dans cette région dès le début du troisième millénaire, dans une certaine mesure liée au centre de l'Orient ancien. Des colonies de type Chengavit se trouvent également dans le Caucase du Nord, le cimetière de Kayakent et les colonies près de Derbent. L'essor culturel et les liens avec les centres de l'Orient ancien à travers la Transcaucasie se révèlent particulièrement clairement dans le Caucase du Nord grâce aux remarquables kourganes découverts au début du XXe siècle près de Maïkop et du village de Novosvobodnaïa. Les parallèles établis par ces fouilles avec la culture de l'ancienne ville de Mésopotamie, Lagash, vases en argent et leur ornementation, la grande similitude de la sculpture de taureaux et de lions, ainsi que des rosaces et des haches en cuivre avec des monuments d'une autre ancienne ville de Mésopotamie, Our, période de la soi-disant première dynastie, les formes des épingles de Novosvobodnaïa, analogues à celles trouvées dans la ville de Kish en Mésopotamie, et enfin les perles, tout à fait similaires à celles trouvées à Kish et dans les couches les plus anciennes de l'ancienne ville indienne de Mohenjo-Daro, témoignent que le kourgan de Maïkop et le kourgan près du village de Novosvobodnaïa remontent approximativement au milieu du troisième millénaire avant notre ère. À cette époque, des changements majeurs dans la production et la culture se produisent dans le Caucase du Nord. Cela est particulièrement évident lorsque l'on compare les matériaux du site de peuplement et de la nécropole de Nalchik avec les matériaux du site de peuplement de Dolinskoï près de Nalchik et des grands kourgans de Kuban. Le site funéraire et le peuplement de Nalchik appartiennent au tout début de l'Énéolithique dans le Caucase du Nord. Un seul objet en cuivre y a été découvert. La poterie est très grossière. L'élevage n'était encore que peu développé. Il n'y a aucune donnée sur l'agriculture. Tous les outils sont en pierre, ont une apparence très archaïque, néolithique, et sont caractéristiques d'un mode de vie de chasseur-pêcheur. Les ornements conservent également le caractère néolithique précédent. Certaines découvertes, en même temps, peuvent indiquer déjà des liens avec le Caucase du Sud et la Mésopotamie. Dans le site funéraire de Nalchik, une plaque pendentif en forme de faucille a été trouvée, absolument analogue aux objets sumériens en agate. Une massue percée en pierre, similaire également aux objets sumériens, par exemple de la ville de Lagash, a été trouvée. Aucune trace de hutte n'a été trouvée dans la colonie de Nalchik. Il est évident que des abris légers servèrent d'abri à ses habitants. La colonie de Dolinsk présente un tableau complètement différent. Ses habitants vivaient dans des huttes solides aux murs tressés, enduits d'argile. Parmi un grand nombre d'outils en pierre, de nombreuses lamelles dentelées ont été trouvées, servant de lames de faucille. Des houes et des meules ont également été trouvées, témoignant du développement de l'agriculture sur houe. Les fosses à grains près des huttes parlent également d'agriculture. À la même époque, l'élevage s'est également développé. La grande expansion de l'art de la poterie témoigne de la vaisselle, qui est devenue plus diversifiée. Aux côtés de toutes sortes de petits récipients, de grandes jarres étaient fabriquées, tout à fait analogues à celles trouvées dans le kourgan de Maïkop.
Mais la fabrication d'outils en cuivre a particulièrement atteint un haut niveau de développement à cette époque. Dans les kourganes de Maïkop et de Novosvobodnaïa, une grande quantité d'outils en cuivre a été trouvée. Haches, houes, herminettes, couteaux, poignards, fourches, lances à douille, de formes caractéristiques de la Mésopotamie et de la culture de l'île de Crète des 26e au 23e siècles avant notre ère. La montée générale de la culture déterminait dans une large mesure l'établissement de liens avec les centres de l'Orient ancien, ce qui, à son tour, favorisait le développement ultérieur de la culture du Caucase du Nord. Ces liens, outre la similitude des formes des outils en cuivre et les analogies mentionnées ci-dessus dans les ornements et les formes des récipients en argent, se manifestent également dans l'art figuratif, dans les dessins gravés sur les vases argenteux de Maïkop, dans les figures sculptées de taureaux, dans les représentations en bas-relief de lions et de rosaces qui ornent le costume et le somptueux baldaquin funéraire. La richesse même de l'inventaire funéraire et les dimensions énormes des grands kourganes du Caucase du Nord, qui se distinguent sur le fond général des modestes sépultures ordinaires, soulignent particulièrement la profondeur des changements qui se produisaient alors dans le Caucase, dans la structure sociale des tribus locales. L'unité ancienne du clan était rompue, l'inégalité sociale apparaissait, la noblesse clanique et tribale commençait à se dégager. Le Caucase du Nord, à cette époque, au milieu du 3e millénaire avant notre ère, dépassait de loin les autres régions de l'Europe continentale en termes de développement. Les fouilles en Géorgie, dans les kourganes d'Arménie et d'Azerbaïdjan, par exemple au Haut-Karabakh, révèlent l'histoire d'anciennes communautés, apparemment encore matriarcales, dont l'économie était basée sur l'agriculture et l'élevage, apparues en Transcaucasie à la période néolithique et ayant connu un développement ultérieur au 3e millénaire avant notre ère. Par ailleurs, les sites de l'âge du cuivre en Transcaucasie sont très similaires aux sites de la même époque sur le territoire de l'Asie antérieure. Les sites de Transcaucasie se distinguent en même temps par une certaine originalité, indiquant le développement indépendant des tribus qui habitaient cette région. Il ne fait aucun doute que la population de Transcaucasie, encore plus que les tribus du Caucase du Nord, a utilisé les réalisations culturelles des peuples de Mésopotamie. La Transcaucasie a servi de centre principal d'extraction de l'obsidienne, à partir de laquelle, dans la première moitié du 3e millénaire, on fabriquait particulièrement volontiers des outils dans diverses régions de Mésopotamie et en Élam. La population de Transcaucasie servait de transmetteur d'objets du sud vers le nord. Apparemment, ce n'est que par hasard que des sites énéolithiques aussi remarquables que le kourgan de Maïkop dans le Caucase du Nord n'ont pas encore été découverts en Transcaucasie. Le développement de l'agriculture dans les régions du Bas-Danube et du Dniestre. Un autre centre de l'énéolithique est apparu en Europe centrale et méridionale. Dans les régions fertiles du Bas-Danube et du Dniestre, dès la fin du IVe et dans la première moitié du 3e millénaire, les tribus vivant ici pratiquaient, en plus de la chasse et de l'élevage, une agriculture primitive. La houe primitive, un bâton massif muni d'une pointe en os, en corne ou en pierre attachée, servait ici de seul outil pour le travail du sol. Si l'on prend en considération la densité de la couverture herbacée des steppes d'Europe centrale et de Podnistrovie, on peut facilement imaginer l'énorme travail que les premiers agriculteurs devaient fournir pour cultiver la terre. Ces agriculteurs ne vivaient plus dans des campements de chasseurs et de pêcheurs dispersés sur les dunes, au bord des rivières et des lacs avec leurs habitations temporaires, les maisons troglodytes, mais dans des huttes d'hiver solides qui formaient de grands villages. Dans de nombreuses régions de cette partie de l'Europe, la population est restée au même endroit pendant des siècles, cultivant les parcelles environnantes. Sur le Bas-Danube, dans le nord ainsi que dans le centre de la Bulgarie, en Hongrie, dans la partie nord-est de la Yougoslavie, en Roumanie et en Moldavie, ces établissements ont laissé de puissantes couches sédimentaires atteignant plusieurs mètres d'épaisseur et formant des collines résidentielles, peu différentes de ces collines d'Asie antérieure qui renferment les restes des anciens établissements du début de l'âge du cuivre. Les exemples les plus frappants de ces établissements sont les collines résidentielles de la culture dite du Bas-Danube en Bulgarie,
l'établissement de Vinča en Yougoslavie, le village de Turdache dans le sud de la Hongrie. Dans la seconde moitié du troisième millénaire, la production d'objets en cuivre atteint ici un niveau très élevé. L'âge dit du cuivre de la Hongrie est représenté à cette époque par des outils qui ne le cèdent en rien à ceux de Chine et d'Asie mineure. Culture tripolienne. La culture de ce type a été particulièrement étudiée en détail dans les soi-disant établissements tripoliens d'Ukraine, de Roumanie du Nord et de Moldavie. En Roumanie du Nord, près des villages d'Izvoar et de Koukouténi, et en Ukraine sur le Dniestre, près des villages de Darabani, Nezvisko, près de Polivanov Yar et dans un certain nombre d'autres endroits, des vestiges d'établissements tripoliens ont été découverts. L'étude de ces villages a montré que la population y a vécu pendant une longue période. Les premières maisons ont été construites au début du troisième millénaire, mais dans un certain nombre d'établissements, la vie s'est poursuivie jusqu'à environ le XVIIe siècle avant notre ère. Pendant cette énorme période de temps, la vie des Tripoliens a changé. Ceci est particulièrement évident en ce qui concerne la métallurgie. Si dans les couches les plus anciennes de Koukouténi, on ne trouve que des traces isolées de fabrication d'objets en cuivre, dans les couches plus récentes, on trouve déjà des outils et des armes en bronze, similaires aux objets en bronze d'autres centres d'Europe centrale. La remarquable poterie tripolienne a également changé, qui était initialement décorée de bandes et de rubans sculptés, et plus tard richement peinte de motifs complexes et colorés. Les tribus de Tripilia occupaient initialement un territoire relativement limité dans la région précarpatique orientale et sud-orientale. Leurs plus anciens établissements ne s'étendaient pas au-delà de la rivière Boug méridionale. Cependant, le niveau de développement atteint par leur économie et leur culture leur a permis, dans la seconde moitié du troisième millénaire avant notre ère, de maîtriser de vastes territoires de l'Ukraine, de la rive droite jusqu'à la rivière Dniepr, de progresser vers le sud jusqu'à la rivière Danube et de construire leurs établissements à l'ouest, en Transylvanie jusqu'à la rivière Olt. Au nord, la frontière des établissements de Tripilia est marquée par la rivière Teteriv. En Pologne, on les rencontre dans la région de la ville de Cracovie. Les colonies tripoliennes étaient nommées et composées de maisons disposées en cercles. Parfois, il y avait plusieurs de ces cercles. Si l'on admet la coexistence de toutes les maisons, certaines colonies, par exemple la colonie près du village de Vladimirovka en Ukraine, dans la région de la ville d'Ouman, se composaient de près de 200 maisons, disposées en 6 cercles concentriques. Le centre des colonies tripoliennes d'Ukraine n'était généralement pas construit. Sur une vaste superficie se dressaient seulement 1 ou 2 grandes maisons, qui servaient apparemment de lieu de rassemblement pour les habitants du village afin de discuter des affaires communautaires. La maison tripolienne terrestre en pisé était composée de plusieurs pièces, dont certaines servaient d'afin d'habitation, tandis que les autres constituaient des réserves pour les provisions. Dans chaque pièce se trouvait un four en terre cuite chauffé par le bas, conçu pour la cuisson du pain, de grands récipients pour le stockage des céréales et des meules à grains. Au fond de la pièce, près de la fenêtre, se trouvait un autel en terre cuite sur lequel étaient disposées des statuettes de divinités féminines. L'agencement de la maison permet de supposer que plusieurs couples vivaient en son sein. Le village lui-même était une union de familles apparentées, comprenant plusieurs générations dirigées par l'aîné du clan. Le culte largement développé de la femme-mère permet de penser que les habitants des villages tripoliens n'avaient pas encore franchi le stade de développement de la structure communautaire primitive, caractérisée par le plus haut développement du lignage maternel. Ce n'est qu'au XVIIIe, XVIIe siècles avant notre ère que l'importance de l'élevage dans l'économie des tribus tripoliennes s'est accrue, que le rôle de l'homme a augmenté et que des traits, notamment dans le rite funéraire, ont commencé à apparaître, permettant de parler du passage de ces tribus au patriarcat. Les néolithiques en Europe occidentale. Les tribus d'Europe du Sud et centrale différaient peu des Tripoliens par leur niveau de développement. Pour nombre de ces tribus, une production importante d'objets en cuivre était caractéristique. Dans les montagnes d'Europe centrale, en particulier dans les monts métallifères, dès le troisième millénaire avant notre ère, des gisements de cuivre furent exploités avec succès, qui servirent par la suite de base minérale durable pour l'Europe centrale.
Les tribus agricoles qui habitaient au nord du bassin du Danube moyen vivaient également dans de grands villages, dans de grandes maisons avec plusieurs fours ou foyers. Particulièrement caractéristiques à cet égard sont les soi-disant établissements de Länch et de Jordansmühl en Haute-Autriche, en Tchécoslovaquie, dans le nord de la Hongrie, dans le sud de l'Allemagne et dans le sud-ouest de la Pologne. Dans la zone alpine du nord de l'Italie, de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Suisse, des villages sur pilotis sur les lacs permettent de reconstituer, pour l'essentiel, la même image de l'économie et de l'organisation sociale. La population des régions de France, en particulier dans la première moitié du troisième millénaire avant notre ère, se caractérisait par un niveau de développement des forces productives relativement plus bas. La population qui a laissé les monuments de la soi-disant culture de Seine-Oise-Marne connaissait, apparemment, une agriculture apparue ici dès le néolithique très ancien, mais elle n'en constituait pas la branche principale de leur économie. La chasse continuait à jouer un rôle important. Les gens continuaient à habiter dans des maisons troglodytiques. Il en va de même pour les régions d'Allemagne situées entre l'Elbe et l'Oder. Ce n'est que dans la seconde moitié du troisième millénaire que le rôle de l'agriculture et de l'élevage s'y est renforcé. Dans la seconde moitié du troisième millénaire de notre ère, la culture matérielle se développe de manière plus notable dans les régions situées sur les cours supérieurs et moyens du fleuve Rhin. Dans cette partie de l'Allemagne et de la France, à côté des colonies ouvertes, apparaissent de vastes refuges fortifiés dans lesquels, en cas de danger, se réfugiaient les habitants des colonies environnantes. De telles fortifications atteignent parfois des dimensions énormes, par exemple celles de Mayenne et d'Urmitz, bien que le village constamment habité sur leur territoire ne diffère par sa taille des villages voisins non fortifiés. Ainsi, la vaste zone fortifiée était conçue uniquement pour le séjour temporaire des habitants des villages environnants, et les immenses ouvrages de défense, pour leur construction à Urmitz, 60 000 mètres cubes de terre ont été excavés et de solides tours en rondins et palissades ont été érigées, étaient construits par les forces de toute la population des villages environnants. Ces refuges fortifiés, apparemment, étaient les centres d'unification des villages de clans et témoignent d'un niveau élevé de développement de la vie tribale. Une culture particulière s'est développée dans les régions du nord de la France et de l'Allemagne. Le plus caractéristique ici est la région de Normandie et de Bretagne, où, durant la période de l'Énolithique, la culture dite mégalithique a atteint son plus grand développement. Fondamentalement agricole, elle se caractérise également par le développement d'unions tribales auxquelles sont associés des monuments mégalithiques, c'est-à-dire construits avec d'énormes pierres. Ils étaient érigés à la mémoire d'habitants éminents du clan ou de la tribu, menhir, en tant que sépulture ancestrale, dolmen, ou sous la forme d'un sanctuaire tribal, cromlech. Le grand nombre de ces monuments et l'énorme poids des pierres dont ils étaient décomposés indiquent sans aucun doute que de telles constructions ne pouvaient être réalisées qu'avec les forces de toute une tribu. Une grande similitude avec la vie des tribus de la culture qui érigeaient des mégalithes était présentée par la vie de la population du nord de l'Espagne. La péninsule ibérique, à l'époque de l'Énéolithique, était presque le centre le plus important de production de minerais de cuivre en Europe occidentale. Ici, en particulier entre Almeria et Carthagène, se trouvait une chaîne continue de villages de métallurgistes. Dans cette région, dans chaque ancienne hutte fouillée, les archéologues trouvent du minerai de cuivre, des fragments de creusets en argile pour la fonte du cuivre, des lingots de cuivre préparés pour l'échange. Des tas de scories et de creusets brisés parlent éloquemment du développement séculaire et étendu de la production de cuivre, conçue non seulement pour les besoins locaux. De là, le cuivre partait pour la France, où seulement dans les montagnes de la Marne il y avait de très petites exploitations propres, pour l'Europe du Nord et apparemment pour la péninsule Apennine et la Grèce. Les découvertes en Espagne de vases peints et de céramique rouge, très similaires à la fois à la céramique du sud de l'Italie et à la céramique égéenne, témoignent des liens anciens entre ces régions d'Europe. D'autre part, ces liens montrent clairement la diffusion dans de nombreuses régions d'Europe occidentale et centrale, ainsi qu'en Italie du Nord et sur les îles de la Méditerranée, de vases particuliers appelés encloches,
dont le centre de fabrication initial était les régions du sud et de l'est de l'Espagne. Un monument marquant de la vie des tribus agricoles et pastorales européennes à la période andolithique sont les célèbres villages sur pilotis en Suisse et dans les régions avoisinantes, dont 400 sont actuellement connus. Les plus anciennes constructions sur pilotis remontent au IIIe millénaire avant notre ère. Les autres existaient au début du deuxième millénaire, période à laquelle le passage à l'âge du bronze se produisait déjà dans la majeure partie de l'Europe. Dans les constructions sur pilotis, un nombre énorme d'outils en pierre et en os ont été trouvés, haches, ciseaux et herminettes, servant au travail du bois. Beaucoup d'entre eux étaient fixés dans des manches en bois au moyen de manchons ou de douilles spéciaux en corne. Grâce à l'action conservatrice des sols marécageux et de la tourbe, de nombreux outils et objets domestiques en bois ont été préservés. Vaisselle en bois, tables, bancs, parties de métiers à tisser, de bateaux, de fuseaux, d'arcs et d'autres objets. Des grains de plantes, des restes de filets, de tissus et d'autres matériaux, qui disparaissent sans laisser de traces dans des conditions normales, ont également été préservés. Cela permet de reconstituer avec une grande complétude et précision la vie et la culture des habitants des colonies sur pilotis, dont l'existence reposait principalement sur l'élevage du bétail et l'agriculture. 5 espèces d'animaux domestiques étaient connues: les bœufs, les cochons, les chèvres, les moutons et les chiens. Tous ces animaux étaient de petite taille. L'apparition de telles races d'animaux s'explique, pense-t-on, par les conditions difficiles dans lesquelles ils existaient et avant tout par les mauvais soins et une alimentation insuffisante. La terre était travaillée avec des houes fabriquées en bois, en pierre, en os ou en bois de renne. Les houes servaient à ameublir la terre dans les zones défrichées situées à proximité des lacs. Le pain était moissonné avec des faucilles faites en silex. Le grain était battu avec des fléaux en bois et broyé en farine ou en gruau sur des meules manuelles ovales en pierre. À proximité des habitations sur pilotis, des traces de balles de céréales mélangées à des graines de mauvaises herbes ont été conservées dans le sol marécageux. Même des pains cuits par les habitants des villages sur pilotis, ayant la forme de petites galettes rondes, ont survécu. Les galettes étaient faites de blé, de millet et d'orge. On se met aussi du pois, des lentilles, des carottes, du panais, du pavot et du lin. Il y avait aussi des arbres fruitiers, des pommiers, on cultivait de la vigne. Des restes de machines à percer spéciales avec un archet ont été conservés, avec lesquels on perçait des trous dans la pierre. Le feu était également obtenu avec le même forêt à archet. Le lin était filé à l'aide de fuseaux en bois, sur lesquels étaient enfilées des molettes en argile servant de volant d'inertie. Les tissus étaient tricotés à partir de fils avec des crochets en bois. Ils étaient également tissés sur un métier à tisser primitif. Des récipients en argile de formes diverses étaient fabriqués. Avec un tel niveau de développement économique, l'existence du troc primitif était naturelle. Il y avait un besoin de matériaux qui n'existaient pas dans la région donnée, et manifestement, il y avait certains surplus de produits d'élevage. Dans les constructions sur pilotis de Suisse occidentale, on trouve de longs couteaux à lame plate et des haches polies, fabriquées à partir d'une curieuse variété de silex jaunâtre qui était extrait et travaillé dans la Basse-Loire, en France. De là, de tels articles se répandaient également dans d'autres régions de France, de l'actuelle Belgique et de la Hollande. Les habitants des constructions suisses sur pilotis recevaient également de l'ambre de la région de la Baltique, des coraux méditerranéens et des coquillages. Cependant, les échanges n'avaient encore qu'une portée très limitée et, bien sûr, ne pouvaient si pas contribuer à la désintégration du système communautaire primitif. Les constructions sur pilotis témoignent de manière éloquente de la solidité et de la force des ordres de la communauté primitive. Pour abattre et tailler des centaines et des milliers de pieux avec des haches en pierre, les transporter au bord du lac, puis les enfoncer dans un sol marécageux, il fallait une quantité énorme de main-d'œuvre. Il devait exister un collectif bien organisé et uni. À ces époques reculées, un tel collectif ne pouvait être qu'une communauté clanique,
soudés par la production collective et des liens du sang indissolubles. Chaque colonie construite sur pilotis et chaque village des anciens agriculteurs et éleveurs de l'âge de pierre formaient un tout cohérent. Tous les membres de cette association construisaient de leurs efforts communs leur nid au milieu des lacs, le défendant ensemble contre les attaques des ennemis. Ils cultivaient ensemble leurs champs, récoltaient ensemble, célébraient ensemble leurs fêtes et leurs célébrations communautaires. La division du travail au sein de la communauté avait, manifestement, un caractère naturel. Les hommes s'occupaient de la chasse, de la pêche, effectuaient les travaux physiques les plus pénibles, en particulier le défrichage des terres pour les semailles et le travail des terres arables. Ils construisaient des maisons et enfonçaient des pieux, fabriquaient des outils en pierre et en os, des ustensiles en bois. Les femmes s'occupaient des semis, moissonnaient, battaient, broyèrent le grain sur des meules, cuisaient le pain, stockaient des provisions pour l'avenir, cueillaient des herbes comestibles sauvages, des fruits et des baies. Il est probable qu'elles préparaient également les vêtements et fabriquaient de la poterie. Les affaires publiques du village, y compris l'organisation du travail, à l'instar de ce qui se passait dans d'autres sociétés similaires, étaient apparemment dirigées par un conseil des membres adultes de la communauté, tandis que la vie quotidienne était gérée par des anciens et des chefs élus. Il convient de noter que des constructions sur pilotis similaires ont été trouvées dans d'autres régions d'Europe, en Italie du Nord, en Allemagne du Sud, en Yougoslavie et en Europe du Nord, de l'Irlande à la Suède. Leurs vestiges se trouvent également dans le nord de l'Union des républiques socialistes soviétiques, dans la région de Vologda et dans l'Oural. Tel est, par exemple, le village sur pilotis sur la rivière Modlona, région de Vologda. Il était situé sur un étroit promontoire formé par la rivière Modlona et la rivière Perechnaya qui s'y jette. Les fouilles ont révélé 2 rangées de maisons dont la base était constituée de pilotis enfoncés dans le sol. Toutes les maisons étaient de plan approximativement quadrangulaire. Les murs étaient maintes faits de torchis, le toit était couvert d'écorce de bouleau. Sur le sol des maisons et entre les maisons, divers objets en os, en pierre et en bois ont été trouvés. Des bijoux en ambre d'origine est-baltique ont également été trouvés. Dans l'ensemble, l'ancien village sur la rivière Modlona donne une image de vie communautaire tout aussi solidement unie que les autres villages sur pilotis de la fin de l'âge de pierre décrits ci-dessus. Les tribus de la steppe sud-russe au 3e millénaire avant notre ère. Les espaces steppiques entre les fleuves Dniepr et Oural, durant la première moitié du 3e millénaire, étaient habités par des tribus qui pratiquaient la chasse et la pêche et nous ont laissé des kourganes dans les vastes steppes le long de la Volga et du Don, en Ukraine de la rive gauche, dans les méandres et dans le cours inférieur du Dniepr. Sous ces kourganes, on trouve des sépultures dans de simples fosses en terre. Dans les kourganes et de fosses, d'origine plus tardive, on a trouvé des os d'animaux domestiques, des restes de chariots, des signes témoignant du début de l'élevage, ainsi que des objets individuels en cuivre. Dans la zone côtière, le mode de vie néolithique était encore entièrement préservé. La vie de sa population est clairement reflétée par le cimetière de Marioupol, laissé sur la rive même de la mer d'Azov par une tribu vivant principalement de la pêche et de la chasse, ne connaissant pas encore le métal, et conservant dans ses rites, son mode de vie, ses vêtements les mêmes traits de l'époque néolithique que nous avons observés dans le Caucase du Nord, d'après les matériaux du site et du cimetière de Naltchik. Ici, l'archaïsme de ce mode de vie était encore plus profond. Les tribus vivant dans la zone côtière n'avaient même pas encore maîtrisé la production de poterie en argile. Ce n'est que dans la seconde moitié du 3e millénaire, sans aucun doute en raison de la reprise observée dans l'économie du Caucase du Nord, que la population des mers d'Azov et de la mer Noire, ainsi que des steppes adjacentes au Kouban et à la Caspienne, commence à se développer plus rapidement. Cette nouvelle étape dans l'histoire des tribus qui vivaient dans notre sud à l'époque de l'Énéolithique est représentée par les soi-disant kourganes de type catacombes dans les steppes entre la Volga et le Dniepr. À cette époque, des tribus vivaient là, étroitement liées au Caucase du Nord.
Elles ont adopté les réalisations des tribus caucasiennes dans la métallurgie du cuivre, dans l'agriculture et l'élevage. Ces tribus apparemment ont formé plusieurs unions qui différaient dans une certaine mesure les unes des autres par les détails de leur culture. On peut en outre remarquer que les sépultures de type catacombe se rencontrent à l'est à une époque plus ancienne qu'à l'ouest. Migration des tribus vers l'ouest. Il semble que les tribus qui nous ont laissé des sépultures en catacombes se soient propagées de l'est vers l'ouest au cours du XXIIIe siècle avant notre ère et des siècles suivants. À l'ouest, elles sont entrées en conflit avec les tribus de Tripilia, les ont repoussées du Dniepr moyen et ont pénétré en Pologne, où nous trouvons également des sépultures contenant de la céramique proche de celles caractéristiques des kourganes à catacombes et du Caucase du Nord. La raison de la large dispersion des tribus qui ont laissé les kourganes des catacombes doit être recherchée dans le caractère de leur économie. Le processus de développement de l'élevage commençait, les tribus devenaient plus mobiles, l'agriculture jouait un rôle moindre dans leur vie. Les besoins de l'élevage nomade provoquaient des déplacements sur de vastes territoires. Des affrontements militaires survenaient à cause des pâturages. Il faut noter que l'apprivoisement des animaux et la protection des troupeaux étaient l'affaire des hommes. Par conséquent, le bétail appartenait à l'homme et était hérité non pas du lignage maternel, mais des fils de l'homme. Cela conduisait progressivement à la concentration des biens dans des familles séparées et finalement divisait la communauté clanique à laquelle s'opposait désormais la grande famille patriarcale. Celle-ci était composée de plusieurs générations de parents directs par la lignée paternelle, placés sous l'autorité de l'aîné. La croissance de la richesse et l'apparition de l'inégalité des biens entraînaient également l'apparition de l'esclavage. Ceci est attesté par l'enterrement fréquent et forcé dans les catacombes de femmes esclaves avec des hommes. Le bétail était ici la première forme de richesse, permettant d'accumuler des excédents considérables. La pénétration vers l'ouest des tribus ayant laissé les kourganes des catacombes ne se limitait pas au territoire de la Pologne. Les sépultures des catacombes sont attestées jusqu'en Slovénie. L'ornementation dite en cordon sur la poterie locale était étroitement liée à l'ornementation des récipients des kourganes des catacombes. Cet ornement était répandu à la fin du IIIe millénaire avant notre ère sur le territoire des actuelles Hongrie, Autriche, en Salzbourg et partie nord de la Yougoslavie. Au début du deuxième millénaire avant notre ère, en Europe, particulièrement dans le nord et le centre, l'ornementation cordée de la poterie était largement répandue. Dans un certain nombre de régions, des amphores de forme caucasienne du nord sont apparus, par exemple la céramique saxo-thuringienne, et des ornements typiques des sépultures en fosse et en catacombes se sont également répandus, notamment des épingles en forme de sceptre. Des changements significatifs se produisent dans l'économie de la population de la zone indiquée. L'élevage y est en développement et dans de nombreuses régions, il devient la principale branche de l'économie. L'économie et la culture des unions tribales plus anciennes changent dans cette direction. Simultanément, des changements analogues se produisent également sur le territoire récemment occupé par les tribus qui ont créé la culture de Tripilia. Tous ces faits indiquent qu'à la fin de l'Énéolithique, l'Europe traversait de profonds changements, provoqués par la pénétration vers l'ouest, depuis les steppes de l'Europe orientale, d'une population qui apportait avec elle de nombreuses nouveautés dans la technique, dans l'agriculture, dans la production céramique et dans d'autres domaines de la culture. Ceci confirme la supposition de certains chercheurs linguistes, selon laquelle les tribus parlant les plus anciennes langues indo-européennes sont d'origine orientale, et cela explique la présence de langues apparentées de la famille indo-européenne sur de vastes étendues, de l'Indus à l'Europe occidentale. En Europe centrale et sur le Rhin, les tribus venues de l'Est rencontrèrent et se mélangèrent à un autre groupe de tribus occidentales, apparemment originaires d'Espagne, les soi-disant tribus des vases campaniformes. Ce mélange a pu jouer un rôle décisif dans la diffusion plus à l'ouest des langues indo-européennes, qui soumettaient ici aussi les anciennes langues de l'Europe néolithique et formaient de nouvelles langues, le celte et d'autres anciens groupes d'Europe occidentale de la famille des langues indo-européennes.
Un processus similaire s'est déroulé au début du deuxième millénaire dans la zone forestière et steppique de l'Europe de l'Est. Ici aussi pénétrèrent des tribus du sud liées au groupe dniépro-desnien, des tribus du Dniepr moyen. Leur progression est marquée par les premiers monuments de la culture dite de Fatianovo, découverts d'abord dans la région de Briansk, puis dans la région de Moscou. Plus tard, elles se sont répandues dans tout le bassin de la Volga et de l'Oka, y développant l'élevage, des formes avancées de métallurgie et de poterie encore inconnues de la société néolithique locale. Cependant, leur destin ici fut différent de celui de l'Europe occidentale. Dans les régions forestières du bassin de la Volga et de l'Oka, elles n'ont pas pu appliquer avec succès leur forme d'économie du Sud et ont été absorbées par les tribus néolithiques locales. Seule leur partie la plus orientale, qui a colonisé le territoire de l'actuel Tchouvachie et du Bas-Kama, a continué d'exister par la suite. Tribu tardo-néolithique de chasseurs-pêcheurs en Asie et en Europe de l'Est. Le néolithique, comme nous l'avons vu, commence dans la zone forestière d'Asie et d'Europe au 5e et 4e millénaire avant notre ère, mais n'atteint son plein développement qu'à la fin du 4e et au 3e millénaire, lorsque dans les vallées des grands fleuves subtropicaux, l'agriculture d'irrigation s'était déjà développée, la désintégration du système communautaire primitif avait lieu et des États étaient en train de naître. Dans les forêts d'Asie et d'Europe, le système communautaire primitif était à son apogée à cette époque. Mais bien que les conditions de production ne permettent pas encore de passer à un autre stade de développement plus élevé de la société humaine, les tribus de chasseurs et de pêcheurs du Nord avaient également fait des progrès considérables dans le domaine de la technique à cette époque. Et ici aussi, les conditions de vie de l'homme s'amélioraient progressivement. Pêcheurs et chasseurs de l'Extrême-Orient. Les confins nord-est du continent asiatique étaient déjà assez densément peuplés à l'époque du Néolithique ancien. Les habitants de l'Extrême-Orient avaient appris à cette époque à polir la pierre et avaient atteint une maîtrise considérable pour l'époque dans ce domaine. Ces tribus ont développé l'arc et les flèches. La poterie s'est largement répandue. Une nouvelle branche de l'économie se développe qui deviendra la base de toute la vie de ces tribus, de toute leur culture, la pêche. On peut supposer que la population du kraï du Primorié, en passant de la simple cueillette de mollusques comestibles et d'herbes à la pêche, a beaucoup plus pleinement maîtrisé les étendues marines. Les pêcheurs et les chasseurs des colonies côtières, sur des embarcations maladroites fabriquées avec des haches en pierre, se déplacent de baie en baie, d'un golfe à un autre, puis pénètrent sur les îles voisines, dont beaucoup, probablement, n'avaient pas encore vu l'homme auparavant. Le développement de la pêche, ainsi que de la cueillette et de la chasse aux mammifères marins qui y sont associés, a complètement transformé la vie des habitants de la région de l'Amour et des autres régions voisines, du Kamtchatka au nord à la Corée et aux îles Ryukyu au sud. La population, beaucoup mieux approvisionnée en nourriture qu'auparavant, a augmenté. Un réseau dense de campements laissés par l'homme ancien et de hamas coquillés couvre tous ces espaces. Rien que sur les îles japonaises, il a été dénombré en 1930 10 876 campements néolithiques, 617 hamas coquillés, 30 grottes avec des vestiges culturels et 86 nécropoles néolithiques. Une abondance similaire de monuments néolithiques a également été découverte dans d'autres régions de l'Extrême-Orient. Simultanément, la nature même des établissements a radicalement changé. Au lieu de petits campements, de grands villages se sont répandus partout, de véritables villages de l'âge de pierre ont vu le jour. Et cela était compréhensible. Les pêcheurs et les chasseurs de mammifères marins s'installent inévitablement dans les endroits où se trouvent les meilleurs lieux de pêche, où le plus de poissons s'accumule, et où les réserves de poissons préparées pour l'avenir permettent de passer toute l'année sans souci de subsistance particulièrement lourd. En conséquence du mode de vie sédentaire, les habitations ont également changé. Les constructions estivales temporaires, telles que des huttes ou des abris avec de petits foyers, étaient remplacées ici en hiver par de solides structures semi-enterrées. Il existait également diverses autres constructions telles que des entrepôts, des séchoirs à poissons et ainsi de suite. Une étape quelque peu plus tardive du néolithique local
comprend de vastes villages composés d'immenses maisons semi-souterraines d'une profondeur allant jusqu'à 4 mètres et d'une circonférence d'environ 90 mètres. Des traces de grands établissements composés de vastes habitations semi-enterrées ont été découvertes sur le territoire du Primorié, tant à l'intérieur des terres que le long des côtes maritimes. Tel est, par exemple, l'établissement découvert en 1953 dans la vallée de la rivière Tetiouké. Les anciennes habitations étaient situées ici sur une petite pointe près de la rivière Monastirka. Leur forme était ovale et arrondie. La profondeur atteignait 1 mètre. Au fond des habitations semi-enterrées se trouvent des restes de foyers et d'ateliers où étaient fabriqués des outils en pierre. Les outils finis et leurs fragments trouvés ici donnent une idée complète des succès des habitants du village de Tetiouké, de l'âge de pierre, dans le travail de la pierre, et témoignent en même temps du rôle exceptionnellement important de ce matériau dans leur vie. En pierre étaient fabriquées des pointes de flèches acérées en silex, des couteaux excellents pour l'époque, des pointes et des grattoirs de formes diverses, ainsi que des herminettes et des haches polies. C'était donc une culture de l'âge de pierre tout à fait mature, ayant atteint un niveau de développement élevé. De nombreux fragments de récipients en argile ont également été trouvés ici. La sédentarité a également contribué au renforcement des liens sociaux. Compte tenu de la taille importante des habitations néolithiques, leur construction ne pouvait être l'œuvre que d'un grand collectif bien soudé. Le lien étroit entre les membres de ce collectif, basé sur la parenté et l'économie communautaire, s'est également reflété dans l'agencement du village. Là où les habitations souterraines sont de petite taille, elles sont toujours regroupées par dizaines au même endroit. Elles se touchent étroitement, comme les rayons de miel dans une ruche. À cette époque, le matriarcat régnait encore. Les données archéologiques indiquent la haute position de la femme, son rôle important dans la vie de la communauté clanique. Ainsi, nous sont parvenus par exemple des représentations sculpturales féminines provenant des colonies néolithiques des îles japonaises. Dans ces sculptures, on peut voir des représentations de souveraines et de matriarches mythiques de la période du matriarcat. Ayant atteint le niveau d'une culture néolithique développée, les anciens pêcheurs de l'Amour et du Primorié ont créé un art domestique très éclatant pour l'époque. L'ornement le plus caractéristique de la céramique est constitué de motifs spiraux, colorés, incisés et peints, ou d'un réseau complexe de larges bandes avec des alvéoles rhombiques. Sur le fleuve Amour, l'art néolithique est le plus étroitement lié à l'art contemporain de la population locale. Dans les îles du Japon, on observe un lien de parenté similaire entre l'art de la nationalité aïnou contemporaine et l'art néolithique ancien. L'art des populations néolithiques des îles japonaises, de la région de l'Amour et du littoral de l'Ussuri, présente en même temps une certaine ressemblance avec la céramique peinte énéolithique de la Chine. Une telle ressemblance peut s'expliquer par l'existence de liens entre les chasseurs-pêcheurs du nord de l'Asie et des îles japonaises et les plus anciens agriculteurs de la Chine. Le néolithique dans la zone forestière de l'Asie du Nord. Les formes anciennes de vie et de culture se sont conservées de manière plus stable dans les forêts de l'Asie du Nord et de l'Europe de l'Est. Chez les tribus forestières de la région du Baïkal et de Sibérie du Sud, ce n'est qu'au 3e millénaire que l'on peut observer des changements notables dans la culture matérielle. Cependant, tout en apportant quelques améliorations à la vie quotidienne, ces changements n'ont pas pu entraîner de transformations radicales dans la vie sociale. L'ancien mode de vie néolithique des chasseurs et des pêcheurs a continué d'exister, ne subissant que de lents changements. Et alors, au 3e millénaire avant notre ère, les habitants des forêts de Sibérie ont continué à mener leur vie antérieure de chasseurs, de pêcheurs et de cueilleurs. Tout leur esprit, toute leur ingéniosité remarquable, toutes leurs forces spirituelles et physiques étaient dirigées vers la lutte pour l'existence dans les conditions rigoureuses de la taïga sibérienne. Et il faut reconnaître qu'ils ont créé une culture matérielle qui était à peine moins que la plus parfaite dans les conditions de l'âge de pierre, bien adaptée à la vie de chasse et de pêche dans ces forêts, qui s'étendaient de l'Ienisseï à l'océan Pacifique et des steppes de la Transbaïkalie à la toundra.
Ils maîtrisaient déjà parfaitement toutes les techniques néolithiques de travail de la pierre et de l'os. À la recherche des meilleures variétés de pierres selon leur point de vue, ils trouvèrent, dans le cours inférieur de l'Angara, des falaises entières de splendides schistes siliceux, découvrirent dans les calcaires cambriens sur la Léna et l'Angara des filons de silex. Dans les montagnes de Saillant et dans les lits des rivières taïgales qui en descendent, ils découvrirent des gisements de jadéite verte qui acquit par la suite un rôle exceptionnel dans leur technique. Les artisans forestiers s'étaient tellement familiarisés avec cette pierre particulière et peu malléable que la jadéite devint le matériau principal pour la fabrication de leurs outils. Dans les tombes de cette période, sur les rives de l'Angara et de la Léna, on a découvert les restes de 19 arcs, dont la fabrication utilisait, outre le bois, des lamelles étroites découpées dans de la corne d'élan, d'une longueur totale allant d'1 mètre et 2 dixièmes à 1 mètre et 6 dixièmes, c'est-à-dire sur toute la longueur de l'arc, presque égale à la taille humaine. C'étaient ici les plus anciens arcs de type renforcé, voire composite, connus de nous à l'heure actuelle, représentant le plus haut niveau de développement de l'arc en général. Les outils de type incrusté atteignent maintenant leur apogée, en premier lieu les longues et robustes pointes de lance nécessaires aux chasseurs et les poignards avec des plaques rectangulaires aux contours géométriquement réguliers, faites de calcédoine translucide, des meilleures variétés de silex, de jaspe coloré et de schiste siliceux, insérés dans leurs nervures. Le chasseur forestier disposait enfin d'une variété d'outils auxiliaires, des couteaux pour découper la carcasse de l'animal abattu, des grattoirs et des tranchets pour préparer et découper les peaux, des alènes, de fines aiguilles en os pour fabriquer des vêtements. Il possédait des récipients en argile ornés de motifs géométriques pour préparer la nourriture et même une cuillère en corne de wapiti avec laquelle il puisait la soupe de son pot à fond pointu. En été, le chasseur néolithique sur l'Angara et la Léna était toujours accompagné d'un minuscule récipient en argile avec des anses pour le suspendre, un fumigateur dans lequel on brûlait de la mousse, de la tourbe et des branches d'arbres. Les habitants néolithiques de la taïga s'étaient tellement habitués aux mouches de la taïga qu'ils ne pouvaient même pas imaginer la vie après la mort sans elles. Avec les défunts, ils plaçaient dans les tombes ces petits récipients fumigateurs qui facilitaient tellement leur dure vie dans la taïga en réalité terrestre. Les méthodes ingénieuses pour capturer du gibier à l'aide de divers appâts développées dans la pratique des chasseurs forestiers ont été avec succès transposées dans le domaine de la pêche. Des figurines sculptées de poissons, habilement réalisées en os et en pierre, ont été trouvées dans des sépultures néolithiques. Des représentations osseuses de poissons, exécutées de manière réaliste, de forme et de taille identiques, ont été utilisées comme appâts jusqu'à nos jours par les Esquimaux, les Indiens algonquins, les Nénètes, les Évènes et d'autres habitants de la taïga et de la toundra pour la pêche. Les tribus forestières ont créé au fil du temps bien d'autres choses qui facilitaient leur vie difficile dans la taïga. Elles ont remplacé leurs anciennes habitations portables par une tente de forme conique, recouverte d'écorce de bouleau, bouillie pour la rendre souple et cousue avec de longues bandes. Elles ont inventé des skis coulissants qui leur ont ouvert la possibilité d'une large exploitation des étendues de la taïga pendant la période hivernale. Elles ont créé des vêtements en peau de renne, pratiques pour les déplacements rapides à pied dans les conditions du rude hiver sibérien. Elles ont appris à coudre des chaussures légères et solides en peau de patte d'élan. La vie dans la taïga n'a pas seulement déterminé le mode de vie économique et domestique ou la culture matérielle. Elle a également profondément influencé la vision du monde des tribus forestières primitives de Sibérie à l'époque du système tribal, créé les principaux sujets et images de leur art, où l'image de l'animal occupait le premier plan, comme au Paléolithique. Elle s'est également retrouvée dans les croyances religieuses et les rituels. Le wapiti et l'ours jouaient un rôle particulièrement important dans la vie des tribus néolithiques de Sibérie. De nombreuses tribus forestières ont développé des rites liés au culte de ces animaux. Presque toutes les tribus de chasseurs de Sibérie, ainsi que de nombreuses tribus d'Amérique du Nord, célébraient par exemple la fête dite de l'ours, qui occupait une place importante dans leur vie sociale, leur culte et leur art.
Dans la première partie de cette représentation rituelle, un ours élevé en captivité était tué. Ensuite, la consommation de la chair de l'animal abattu par les membres de la communauté clanique avait lieu, et l'on célébrait l'animal selon toutes les règles de l'hospitalité clanique. Dans la troisième partie de ce rite de chasse, on procédait à l'enterrement des os et de certaines parties du corps de l'animal. Les rites avaient pour but la résurrection de l'animal, qui devait ensuite retourner chez les chasseurs et même y amener ses congénères, attirés par l'honneur et l'hospitalité des hommes. Dans la fête de l'ours, les conceptions des gens de la société clanique se sont exprimées avec une clarté exceptionnelle, qui considéraient le monde animal comme une partie de leur propre société, pensant les relations entre les hommes et les bêtes comme des relations entre deux clans ou tribus. Les célébrations rituelles, liées au culte tout aussi ancien de l'orignal, avaient dans le même caractère communautaire et clanique. Les données ethnographiques témoignent que l'image de l'élan occupe la première place après l'ours dans le culte de la chasse et dans l'épopée animale singulière des peuples de l'Asie du Nord. Même la consommation de viande de cerf ou d'élan s'effectuait conformément aux règles traditionnelles consacrées par les siècles. Les os de l'animal consommé étaient ensuite enterrés selon un rituel spécial. Les chasseurs de l'Asie du Nord croyaient que la terre elle-même est un être vivant sous la forme d'un animal, un élan ou, plus précisément, une femelle élan gigantesque. De telles croyances étaient connues chez un certain nombre de tribus de Sibérie et de l'Extrême-Orient. Par exemple, les Oroches imaginaient la terre sous la forme d'un élan à 8 pattes sans cornes. Ils croyaient que les forêts sur la terre sont la fourrure de la femelle élan à 8 pattes et les oiseaux sont les moustiques qui volent au-dessus d'elle. Lorsque la femelle élan se fatigue et change de pied, des tremblements de terre se produisent. Dans la religion des Nganasan, la divinité de la terre a la forme d'un renne. Nous vivons sur le dos de ce renne, disaient les Nganasan aux chercheurs qui étudiaient leurs croyances. Dans d'autres cas, l'élan ou le renne est identifié aux étoiles, au soleil et en général à l'élément céleste. Les tribus néolithiques de la zone forestière de l'Europe de l'Est. L'histoire des tribus forestières de l'Oural et de la partie européenne de l'Union des républiques socialistes soviétiques a suivi, à bien des égards, des voies similaires. L'ancienne population de l'Oural du IIIe, deuxième millénaire avant notre ère nous a laissé des sites et des sanctuaires sur les rives des lacs. Beaucoup de ces lacs se sont rapidement transformés en tourbières. Grâce à cela, de nombreux objets en bois ont été conservés ici, manches de haches, rames, et un grand nombre d'objets d'art sculptés sous forme de figurines et de têtes d'animaux, décorant des récipients et d'autres objets. Un nombre particulièrement important de découvertes a été fait dans la tourbière de Chigir, qui a donné son nom à cette culture néolithique tardive des tribus de l'Oural. L'une des régions les plus importantes pour la colonisation des tribus néolithiques dans ces zones forestières de l'Europe de l'Est était la région Volga-Oka, qui abondait en colonies de diverses étapes du néolithique. Les premiers habitants de la région de la Volga-Oka, dont les sites ont été étudiés par les archéologues, étaient encore en grande partie au niveau de la culture mésolithique. Cependant, en ce qui concerne le troisième millénaire avant notre ère, on peut parler avec certitude du néolithique, même ici. Comme il a déjà été mentionné, il y a même des raisons de supposer son début plus précoce. Parmi les plus anciens monuments de la culture néolithique découverts figure le site de Lialovo, situé sur la rive de la rivière Kliazma, à 40 km au nord de la ville de Moscou. Les anciens habitants se sont installés ici sur la rive d'un large bassin d'eau douce, très probablement un grand lac relié à la rivière par des canaux. Ils étaient entourés de broussailles de roseaux et de lèches. À proximité poussaient des forêts de feuillus, caractéristiques de la Russie centrale au début du troisième millénaire avant notre ère. La première place dans l'inventaire lithique des Lialovtsi appartient à des artefacts d'un nouveau type, de grands outils grossièrement taillés sous la forme de houes, de racloirs et de haches. Habituellement, ils ont la forme de lames ovales ou en amande, taillées des deux côtés par de larges éclats. De tels outils pouvaient être utilisés pour creuser la terre, couper du bois, broyer des os d'animaux
et, en général, effectuer divers travaux où une lame tranchante et massive était nécessaire. Parallèlement à ses prédécesseurs des haches polies et des herminettes, des pointes de saguet purement néolithiques ont également été découvertes ici, ainsi que des pointes de flèches qui ont remplacé les plus anciennes pointes lamellaires de forme mésolithique. La céramique fit également son apparition. Les poteries en argile utilisées par les habitants du site de Lialovo étaient rondes ou pointues au fond, façonnées à la main. La caractéristique la plus frappante des poteries de Lialovo était leur ornementation. Elle consistait en de simples fosses rondes, alternant avec des bandes dentelées, formées comme par l'empreinte d'un peigne aux dents fines et serrées. C'est ainsi que dans la région de la Volga et de l'Oka naquit cette ornementation caractéristique à fosses et à peigne, ou, autrement dit, à fosses et à dents, qui se répandit à la période du néolithique tardif sur de vastes étendues de la zone forestière de l'Europe orientale, parmi les diverses tribus qui l'habitaient. Les communautés néolithiques de la région de la Volga-Oka continuaient à cette époque à chasser l'élan et d'autres animaux forestiers, à capturer des oiseaux de forêt et de marais, et aussi à pêcher avec succès dans leurs lacs et les plans d'eau voisins. Les principaux outils de pêche, comme au Mésolithique, étaient apparemment le harpon en os de corne. Les mollusques, dont les coquilles se trouvent en grande quantité dans la couche culturelle, avaient une grande importance dans l'alimentation des habitants du site de Lialovo. Toutes ces caractéristiques du mode de vie, de l'économie et de la culture des anciens Djali ont été héritées par les habitants ultérieurs de la région de la Volga-Oka, qui ont développé cet héritage et créé une culture particulière du néolithique tardif, qui a joué, comme nous le verrons plus loin, un rôle très important dans l'histoire non seulement de cette région, mais aussi d'autres régions considérablement plus éloignées du nord européen. Culture associée à la ville de Volosovo. Il a déjà été mentionné précédemment l'infiltration dans l'interfluve Volga-Oka de tribus du Sud, liées au groupe des tribus du Dniepr-Desna, du Dniepr moyen, qui connaissaient déjà les métaux. Mais cela n'a pas conduit à la propagation dans ces régions de la culture de l'énéolithique. Apparemment, les nouveaux arrivants ont été absorbés par la population néolithique locale. En tout cas, le néolithique s'est poursuivi ici encore au 2e millénaire avant notre ère. Les cultures néolithiques locales du 3e et 2e millénaire avant notre ère continuent en grande partie directement les traditions de la période précédente de Lialovo. L'étude des matériaux des établissements de cette période dans la région de la Volga et de l'Oka a permis de dégager un certain nombre de groupes locaux dont chacun, selon l'avis des chercheurs, correspond à une tribu ou à un groupe de tribus déterminées. Les archéologues distinguent sur l'Oka des cultures appelées conventionnellement Kliazminoi, Belevoi, Ryazanoi, Volosovoi et Balaknoi. Chacune de ces cultures présente ses propres particularités distinctives, principalement dans les détails fins mais spécifiques à chaque groupe tribal ou à chaque tribu de l'ornementation des récipients en argile. Chacune des cultures a suivi son propre chemin de développement, mais elles avaient aussi beaucoup en commun dans l'économie et le mode de vie, dans la culture matérielle, les coutumes et les croyances, ainsi que, probablement, dans la langue. Un certain nombre de chercheurs estiment que les langues de ces tribus appartenaient à la famille finno-ougrienne. Une telle communauté culturelle s'explique sans aucun doute par l'origine commune de ces tribus, ainsi que par la présence de divers liens entre elles. On peut donc prendre comme modèle pour caractériser la vie et la culture des tribus volgo-okiennes au 3e et 2e millénaire avant notre ère, l'un de ces groupes tribaux, le groupe de Volosovo, qui représentait une puissante union tribale, jouant un rôle important parmi les autres tribus okiennes. Les anciens représentants de la culture connue sous le nom de culture de Volosovo ont laissé sur le site qui a donné son nom à toute cette culture de nombreux objets en pierre et en os, ainsi que des fragments de récipients en argile. Ces vestiges témoignent avec une grande clarté du niveau de développement technique atteint par les représentants de la culture de Volosovo. Ils fabriquaient avec un art et une maîtrise considérables pour l'époque des outils en pierre polie et travaillaient avec la technique la plus fine du lamage. Sur le site ayant donné son nom à la culture,
On a même trouvé un trésor entier de ces objets superbement réalisés. Toutes ces choses ont probablement été intentionnellement enfouies dans le sol au moment du danger. Travaillant avec virtuosité le silex par la technique du lamage, les représentants de la culture de Volosovo fabriquaient également à partir de ce matériau des objets d'art sous forme de figurines d'animaux et d'oiseaux. Les habitants de Volosovo fabriquaient avec autant d'habileté des récipients en argile de grande taille, à fond rond et à fond pointu, à parois épaisses, généreusement ornées. La base de l'ornementation se compose des mêmes combinaisons familières pour la zone forestière de l'Europe de l'Est, des fosses profondes avec des empreintes en peigne, disposées en bandes horizontales sur toute la surface extérieure du récipient. Avec le temps, cependant, l'ornementation des récipients de Volosovo se modifie considérablement. Des triangles hachurés apparaissent dans l'ornementation, ce qui témoigne, apparemment, de l'existence de liens avec des tribus plus méridionales qui utilisaient des motifs géométriques. Les activités principales des Vlasoviens étaient la chasse et la pêche. Le poisson était capturé à l'aide de harpons en os et d'hameçons. Mais les filets devaient avoir une importance économique encore plus grande. Des empreintes de filets ont été conservées sur certains récipients en argile. Les Vlasoviens chassaient l'élan. La majeure partie des os découverts lors des fouilles des colonies appartient à l'élan. Ils chassaient également le sanglier, l'ours, le chevreuil, le lièvre, le castor des rivières et les animaux à fourrure, le furet, la martre, parmi les oiseaux, l'oie, le grand tétras et le gélinote. L'homme était aidé dans la chasse par le chien. Un squelette de chien a été trouvé sur le site de Vlasovo. Sur les sites archéologiques fouillés par les archéologues de Volosovo, des dépressions bien conservées ont été découvertes, représentant les restes d'habitations semi-souterraines, zemlyanka. Parfois, les zemlyanka étaient mis de forme arrondie, parfois quadrangulaire. Leur superficie atteignait 100 mètres carrés. Au sol des zemlyanka, il y avait des fosses pour les poteaux et des restes de poteaux brûlés. À l'intérieur se trouvaient des foyers en pierre et des braseros situés en face de l'entrée. Les entrées avaient été l'aspect de couloirs étroits avec un sol incliné vers l'intérieur. L'art des Volosiens est représenté par des images d'hommes et d'oiseaux fabriquées en silex, ainsi que par une tête sculpturale magnifiquement décorée de canards taillés dans de la corne. Les images d'oiseaux aquatiques témoignent, apparemment, de l'existence de cultes et de mythes qui leur sont associés. Les tribus néolithiques de Carélie, situées au nord-ouest de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Un grand nombre de tribus néolithiques existaient à cette époque dans d'autres régions de la zone forestière de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les cultures du néolithique développées de Carélie sont les plus étudiées, et l'étude des sites de cette période révèle l'histoire complexe de la colonisation de l'Europe du Nord par l'homme et les relations entre différents groupes ethniques. Les plus anciennes colonies néolithiques de Carélie et des régions voisines de Finlande appartenaient à des tribus qui avaient déjà atteint un niveau culturel relativement élevé. Elles savaient de fabriquer des outils en pierre polie, utilisaient des arcs et des flèches munis de pointes de type néolithique et possédaient des récipients en argile. L'emplacement de ces sites, bien au-dessus du niveau actuel de la mer, des lacs et des rivières, témoigne en soi de leur profonde antiquité. Depuis lors, le niveau de l'eau a considérablement baissé. Tel est, par exemple, le site de Sperings, dans l'ouest de la Finlande. À la base de la couche culturelle, on y a trouvé des éclats de poterie présentant un ornement particulier. Une céramique identique se retrouve sur les sites les plus anciens de Carélie, sur la rive nord-ouest du lac Onega, entre le lac Onega et le lac Ladoga, dans la région de la mer Blanche, Kem, et dans certains autres districts. Avec elle, on trouve de grandes haches massives, des ciseaux et des pics, de sections circulaires, ainsi que divers objets grossiers en quartzite et en quartz, qui disparaissent de l'usage des tribus de Carélie vers le milieu du 3e millénaire avant notre ère. À la même époque, ou un peu plus tôt, se rapporte également un monument de la culture ancienne de la Carélie,
tels que le cimetière d'Oleni Ostrov sur le lac Onega. Une caractéristique de l'inventaire de ce cimetière est la présence de pointes de flèches en silex de forme très archaïque, faites de grandes lames en forme de couteau, ainsi que de poignards en os à incrustation, proches de ceux du néolithique sibérien et nord-yakoute. Les mêmes pointes faites de lames se retrouvent dans les tombes de l'époque néolithique en Scandinavie. Ces objets indiquent, apparemment, des liens entre les tribus de l'Asie du Nord et les plus anciens habitants de l'Europe du Nord. À la fin du IIIe et surtout au second millénaire avant notre ère, de nouveaux événements se produisent en Carélie, modifiant considérablement le visage ethnique et l'aspect culturel de sa population. On pense qu'à cette époque, de nouvelles tribus pénètrent sur le territoire de la Carélie et des régions voisines du nord-ouest de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de la Finlande. Ceci est prouvé par la diffusion ici de nouveaux types d'ornementation sur les poteries en argile. Il s'agissait de tribus qui habitaient auparavant la région de la Volga et de l'Oka. Avec leur arrivée, l'ornementation caractéristique, à alvéoles et peignes, sur les poteries, se répand largement dans la région baltique et la culture néolithique locale se forme définitivement. Comme le montrent les fouilles des colonies néolithiques de cette époque, la base de l'existence de leurs habitants était la pêche et la chasse. Les pêcheurs et chasseurs néolithiques s'installaient en petits villages sur les rives sablonneuses sèches des rivières et des lacs, dans les endroits les plus commodes pour la pêche et la chasse. Dans chaque village de ce type vivaient, manifestement, des gens d'un même groupe de parenté. Les autres membres de ce clan pouvaient vivre dans d'autres villages voisins. Les clans entraient manifestement dans des unions tribales plus larges. Chaque village se composait de plusieurs habitations, estivales et hivernales. Si en été les habitations pouvaient être des constructions légères temporaires sous forme de tentes ou de huttes, en hiver elles étaient remplacées par des structures plus solides, avec une fondation s'enfonçant dans le sol. La superficie des huttes ne dépassait pas 12 à 14 mètres carrés. Au milieu se trouvaient des foyers construits en pierre, sur lesquels brûlait un feu qui éclairait et chauffait les huttes. Près des foyers étaient enfouis dans le sol de grands récipients en argile, manifestement destinés à la conservation des réserves de nourriture et d'eau. Sur les côtés de l'entrée devaient se trouver des couchettes. Au sein de chaque communauté clanique qui peuplait un tel village, il existait un ordre strict et défini dans la vie quotidienne. Les femmes cueillaient des plantes comestibles et médicinales, préparaient les repas, s'occupèrent des enfants, façonnaient des poteries, travaillaient les peaux, filaient des fils à partir de plantes sauvages, tissaient et cousaient des vêtements. Les hommes fabriquèrent des outils en pierre et en os, chassaient, pêchaient, et dans les régions côtières, ils pratiquaient également la chasse aux mammifères marins, capturant des phoques, des belugas et apparemment même des morses. Ces activités ont trouvé un reflet frappant dans l'art des tribus du Nord, en premier lieu dans les remarquables peintures rupestres de Carélie, gravées sur d'énormes blocs de granit polis par les glaciers et sur des rochers. Particulièrement expressive à cet égard est la composition monumentale gigantesque sur le rocher central de Zalavruga, représentant une chasse collective au cerf où participe toute une communauté. Au centre sont représentées 3 figures gigantesques de cerfs, ce suivant. Ils sont sculptés en grandeur nature sur fond d'immenses bateaux à plusieurs rames remplis d'hommes. Dans la même direction où vont ces 3 cerfs convergent 2 rangées de cerfs. Devant courent de grands mâles aux bois ramifiés. Derrière eux suivent d'autres mâles et des femelles cerfs avec leurs faons. À l'arrière, on voit la figure d'un skieur avec un arc qui a dirigé une flèche vers le dernier cerf. Il est évident qu'ici est représentée la capture de cerfs lors de leur traversée d'une rivière. De nombreuses représentations d'oiseaux aquatiques, oies, cygnes et probablement canards se trouvent sur les rochers caréliens. De plus, des figures de poissons ainsi que de baleines sont rencontrées à plusieurs reprises. Les images rupestres racontent de manière expressive les croyances de l'ancienne population de Carélie. Les images se trouvent généralement dans des lieux qui avaient une importance capitale dans la vie des chasseurs néolithiques.
L'un des sites les plus intéressants est situé dans le cours inférieur de la rivière Vig, à l'embouchure de la mer Blanche, près de la ville de Belomorsk. La rivière Vig traverse dans cette région une crête granitique et forme des cascades. Se dirigeant vers la mer, un groupe de chasseurs s'arrêtait depuis longtemps près des cascades pour transporter ses embarcations à sec. C'est ici, lors du dernier passage vers les rives de la mer Blanche, près des cascades bouillonnantes, que le sanctuaire des anciens chasseurs fut aménagé. Les groupes de clans se réunissaient ici pour rétablir les relations entre eux. Ici étaient déterminées les périodes de chasse strictement réglementées et consacrées par le culte de la chasse. Les territoires de chasse étaient répartis. C'est également ici qu'étaient organisés les rituels sacrés de chasse et les danses cultuelles des chasseurs, déguisés en animaux. Les images rupestres d'hommes avec une tête de cerf ou de loup, et parfois avec de longues queues, rappellent de tels rituels de sorcellerie de chasse. La fabrication même des dessins rupestres, qui demandaient beaucoup de temps et un travail minutieux, était manifestement liée à des rituels similaires. Elle devait avoir pour but d'assurer la réussite à la chasse. Dans l'art des tribus néolithiques de Carélie, le culte ancien de la chasse à l'animal, principalement le cerf, l'élan, l'ours, ainsi que les oiseaux aquatiques, a également trouvé son reflet. Le culte du soleil et de l'eau, pense-t-on, s'est reflété dans l'ornementation des poteries néolithiques, où le zigzag représente l'eau, et au-dessus d'elle sont représentés des oiseaux flottant dans l'eau. De telles représentations ont apparemment constitué la base des mythes anciens, dans lesquels l'origine du monde est liée à la mer et au canard qui y flotte, de l'œuf duquel la Terre est apparue. Cette mer cosmique et cet œuf sont mentionnés, par exemple, dans l'épopée des Finlandais et des Caréliens, Kalevala. Les croyances des anciens pêcheurs-chasseurs du Nord peuvent également être comprises à travers les monuments funéraires, par exemple à partir des matériaux d'un vaste cimetière familial ou tribal sur l'île d'Olénie, dans le lac Onega. Les morts étaient vêtus des meilleurs habits, souvent richement décorés de pendentifs en bois de renne ou d'élan et de crocs d'ours. Dans certains cas, les ornements parsemaient le couvre-chef en rang régulier. Dans d'autres, ils étaient placés en bande sur les bords des vêtements qui avaient la coupe d'une cape. Dans la tombe, on plaçait des carquois entiers de flèches avec des pointes en silex lamellaire, des poignards et d'autres objets appartenant à la propriété personnelle du défunt. Des individus, probablement des chefs ou des chamans, étaient enterrés selon un rite spécial, placés en position verticale dans une fosse profonde spécialement creusée. Dans 2 tombes, on a découvert des sceptres en bois de cerf très réalistes, en forme de tête d'élan sur de longs manches. Peut-être des insignes de dignité des chefs ou des signes de chamans. Il est également possible que ce fussent des emblèmes de clans ou de tribus représentant un animal, protecteur du clan. Le mode de vie et la culture d'autres tribus néolithiques, tant celles qui étaient voisines que celles qui étaient plus éloignées, étaient à bien des égards proches du mode de vie et de la culture de la population la plus ancienne de Carélie. Les tribus néolithiques de la Baltique. La culture des tribus néolithiques de la Baltique a également conservé longtemps des traits caractéristiques hérités de la culture précédente de chasseurs et de pêcheurs de l'âge de pierre, appelés mésolithiques. Ces traits, naturellement, se sont conservés de manière particulièrement tenace dans l'inventaire lié à la chasse et à la pêche. Il s'agit notamment de poignards en os, d'hameçons, de pointes de flèches avec une tête biconique, c'est-à-dire fusiforme. Ces traits communs avec l'âge de pierre, appelé mésolithique, se retrouvent également dans l'art, par exemple dans l'ornementation géométrique des objets en os. En même temps, ces traits témoignent de liens culturels assez étroits entre tribus apparentées disséminées sur d'immenses étendues de la zone forestière de l'Europe de l'Est, entre la mer Baltique et les montagnes de l'Oural. Pour comprendre la vie des tribus du néolithique tardif de la région baltique, les résultats des fouilles à Sarnat, République socialiste soviétique de Lettonie, sont particulièrement intéressants. Le site de Sarnat se composait d'une série de maisons en bois hors sol, de plans rectangulaires et polygonales. Les murs des maisons étaient faits de perches enfoncées dans la tourbe et de clayonnage de branchages. L'extérieur des murs était recouvert d'écorce.
À l'intérieur se trouvaient des foyers d'une conception particulière, motivés par le désir d'éviter les incendies. Près d'une maison se trouvait une barque creusée dans le tronc d'un arbre. Des rames et des nasses à poissons gisaient là, témoignant du rôle important de la pêche dans la vie des habitants du village. De plus, les découvertes de plomb et de flotteurs pour les filets témoignent d'un tel rôle de la pêche. La cueillette occupait également une place importante. Dans l'une des maisons, on a trouvé de nombreuses coquilles de châtaignes d'eau, ainsi que des maillets pour les casser. Une vie similaire était menée par les chasseurs et les pêcheurs des régions arctiques de la Scandinavie, la Norvège et le nord de la Suède. Ils ont laissé derrière eux des campements avec de nombreux outils en pierre, y compris des pointes de flèches et de lances polies, ainsi que des couteaux fabriqués en ardoise. Sur les mêmes campements, on trouve des fragments de récipients à fond pointu, identiques à ceux des campements des chasseurs néolithiques de la zone forestière de l'Union des républiques socialistes soviétiques, décorés d'un simple motif géométrique de bandes horizontales et de petites fossettes arrondies. Sur les rochers de la Scandinavie arctique, lisses et polis par les glaciers, ont également survécu des images de rennes datant de cette époque, rappelant les meilleurs dessins des maîtres du Paléolithique, mais s'en distinguant par leur caractère immobile et statique.